Comment situez-vous la dimension professionnelle du journaliste scientifique aujourd'hui, niveau emploi? Est-ce viable ou est-ce encore précaire en France et d'une manière un peu plus large en Europe? Le journalisme, il se précarise très clairement. Je m'occupe par ailleurs avec d'autres personnes de l'association des journalistes scientifiques et on constate que le revenu des journalistes scientifiques pigistes n'évolue plus depuis un certain nombre d'années. Les gens ont des salaires qui ont même tendance à diminuer. Donc ça, c'est clairement lié à la crise de la presse. Après, la crise de la presse, évidemment, c'est un péril, mais c'est aussi, on se rend compte que c'est aussi une chance. Ça oblige la presse à se réinventer. Et donc dans ce contexte-là, il y a des gens qui inventent des choses. On le voit avec YouTube, on le voit même avec des journaux papier comme 21, comme 6 mois, qui sont des supports papier avec des textes longs et qui n'existaient pas avant sous cette forme-là. Des magazines un peu avec une forme de livre. On voit aussi des sites d'information qui se développent qui n'existaient pas avant, comme Mediapart, comme Les Jours, ou des gens, ou Arrêt sur Image. Il y a des gens qui trouvent des modèles économiques sur Internet. Donc on est dans un contexte de fragilité, mais il est clair que l'information en général, enfin la société a besoin de journalistes. Alors c'est sûr qu'on est dans un domaine de l'information qui est moins, où il y a moins d'enjeux qu'en politique, ou même peut-être que dans la santé, la médecine, etc. Néanmoins, voilà, des fois on donne des informations ou alors on révèle des choses fâcheuses ou on donne des informations que les scientifiques ne veulent pas donner. On a malgré tout quand même un rôle à jouer pour décrypter l'information. Si on s'en tient au communiqué de la NASA ou de l'ESO, alors la plupart du temps c'est des informations factuelles sur lesquelles il n'y a pas tellement de commentaires à faire, mais des fois il faut décrypter la partie communication, la partie information. Des fois, la façon de communiquer cache des informations que les organismes essayent de déguiser ou de masquer. On l'a vu avec l'Observatoire européen austral et le processus de rentrée du Brésil dans l'Observatoire européen austral. Ça a commencé en 2010, aujourd'hui c'est pas fini et ça finira jamais. Il y a des choses qui ont été signées et aujourd'hui le drapeau du Brésil figure toujours sur le site de l'Observatoire européen austral, alors que tout le monde sait que le Brésil a peu de chances de parvenir à aller au bout de son processus d'adhésion. Là, la crise économique qu'ils vivent, chez eux, elle est pire que la crise de 29, donc ils sont plus en situation de pouvoir rentrer. Et... Bref, nous, c'est le genre de choses qu'on peut raconter dans les pages de Ciel et Espace, et qui ne sont pas racontés par l'Observatoire européen austral lui-même. Évidemment, pour eux, c'est un peu embarrassant cette situation. Donc, ils la traitent pas de façon aussi frontale que nous, on peut se permettre de le faire. Donc, on est important à ce titre-là. Et là aussi où on est important, l'air de rien, on voit qu'il y a un certain nombre de chercheurs qui lisent Ciel et Espace, et ça leur permet tout simplement d'avoir une vision d'ensemble de leur domaine. Aujourd'hui, on voit que les gens sont hyper cloisonnés. Je discutais il y a quelques jours avec Jean Lillenstein qui travaille sur les aurores boréales. Il me disait dans mon domaine, mais c'est hyper cloisonné. Il y a les gens, ils travaillent sur comment sont émises les particules du Soleil. Il y a des gens qui travaillent sur l'interaction entre le champ magnétique du Soleil et le champ magnétique de la Terre. Il y a des gens comme lui qui sont plutôt à regarder le phénomène, comment il se manifeste dans l'atmosphère, en l'observant depuis le sol, en faisant de la polarisation, etc. Et en fait, c'est sur un truc comme les aurores boréales, on pourrait se dire qu'il doit y avoir des chercheurs spécialistes des aurores boréales dans l'ensemble. Ils ont une surspécialisation et ils ont, dû à cette surspécialisation, éradiqué la vision globale en fait. Voilà, après ils font des colloques où ils échangent entre eux, donc ils essayent de l'avoir, cette vision globale, mais en tout cas, même si dans leur domaine, si quelqu'un est dans les sciences planétaires, il va aller dans les colloques où il va entendre parler de sciences planétaires, mais il va à aucun moment dans sa vie professionnelle, il va entendre parler de cosmologie, par exemple. Il va éventuellement, peut-être dans les couloirs de l'observatoire, avoir des collègues qui sont sur ces domaines-là, mais en général, c'est des labos différents, donc les gens peuvent se côtoyer comme ça en dehors de la vie professionnelle, mais en tout cas dans leur vie professionnelle, ils interagissent pas tellement, parce qu'il y a c'est des domaines trop éloignés les uns des autres. Donc pour se tenir informé de ce qui se passe globalement, en fait, on est aussi utile pour ces gens. Puis après, évidemment, pour tous les gens qui s'intéressent à l'astronomie, pour se forger une culture générale,
On parlait des éventuelles lectures tout à l'heure. Les lectures que moi j'ai pu avoir, évidemment, il y avait Ciel et Espace dedans, avec Poussière d'étoiles comme tout le monde, etc. Enfin bref, voilà, il y a tout un tas de... Enfin, Ciel et Espace apporte ça, en fait, apporte cette culture générale. Et puis de l'information. Dans la partie astronomie amateur, moi je m'occupe des tests de matériel. Les tests de matériel tels qu'on les fait, ça a changé la façon dont les gens testent le matériel en France. Aujourd'hui, tout le monde essaye de faire des mesures sur les instruments quand ils sont testés. Alors qu'avant, les tests de matériel dans les magazines, c'était on regarde dans le télescope, on se dit est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, puis on en restait là, en fait, c'était subjectif. Et donc voilà, ça aussi, ça fait partie des choses qu'on peut apporter, ça demande des moyens en fait. C'est pas des choses que les gens peuvent facilement faire chez eux, ça demande des moyens de métrologie qui coûtent des dizaines de milliers d'euros. Et voilà, un magazine peut le faire, peut louer du temps d'ingénieurs et des outils pour faire ce genre de choses, mais les particuliers ne peuvent pas faire ça chez eux. En tant que journaliste scientifique de longue date, quel est le regard que vous avez sur le citoyen français, le rapport qu'a le citoyen français à la lecture? Est-ce qu'il lit plus, moins ou d'une manière équivalente que les années 90-2000 aujourd'hui? Ça, c'est compliqué, c'est très compliqué. En fait, il y a les idées qu'on se fait du comportement des gens et il y a la réalité. Et en fait, typiquement, au début d'Internet, la tendance massive, ça a été de se dire sur Internet, les gens vont lire moins. Parce qu'il y a des études physiologiques qui montrent que sur un écran, on lit, je crois, 20% moins vite ou quelque chose comme ça. La différence n'est pas négligeable. Et puis on est sur Internet, on a tendance à zapper. Et en fait, la pratique, avec le temps, a montré que les gens consommaient aussi des formats longs sur Internet. S'il y a un reportage qui est publié sur Internet, sur certains sites, les gens les lisent. De même que sur YouTube, avec des vidéos de YouTubeurs, les gens consomment parfois des formats longs. Nous, on fait des podcasts qui souvent font 20 minutes, les gens les écoutent dans le format 20 minutes. Donc il y a eu beaucoup d'idées reçues et je pense que les gens aujourd'hui ne lisent pas moins qu'avant. Ils lisent différemment, ça c'est sûr, parce qu'ils lisent en partie sur Internet, en partie sur des supports numériques. Mais il suffit de voir les gens dans le métro, ils en sont sur leur smartphone, qu'est-ce qu'ils font? En partie, ils sont en train de lire des choses. Alors c'est éventuellement en partie des formats plus courts avec des accroches sur Facebook, etc. et tout. Mais en partie, ils lisent des contenus et des contenus qui sont parfois plus longs. Donc les supports évoluent, mais la quantité de lecture qu'ont les gens, je pense qu'elle diminue pas forcément. Et il y a un rapport à l'information qui, d'une certaine façon... Alors il y a des pièges avec Internet, évidemment, on peut trouver tout sur Internet, y compris n'importe quoi. Donc il est important quand même d'éduquer les jeunes à savoir quelles sources prendre sur Internet et de quelles sources se méfier sur Internet, ça c'est important. Mais à côté de ça, sur Internet, mais c'est génial, tout ce qu'on peut trouver qu'on ne trouvait pas avant. On n'est plus comme on était avant, à passer des heures passives devant sa télé. Soit on est en train de lire, soit on est en train de regarder un contenu YouTube qu'on a choisi. Moi, chez moi, depuis que j'ai déménagé, j'ai pas remis la télé. Et du coup, maintenant, si je veux voir un documentaire, je vais vraiment le choisir. Je vais aller sur le site d'Arte ou ailleurs et je vais plus allumer ma télé bêtement. Et je pense que c'est un enrichissement. Et du coup, il y a plein d'opportunités avec ça, mais après, pour les métiers de l'information, c'est hyper compliqué, parce qu'en fait, les médias, en particulier les vieux médias comme la presse écrite, c'est un peu moins le cas pour la télé et la radio, encore que, mais la télé a été bousculée aussi beaucoup. Mais ça oblige vraiment à beaucoup se remettre en question sur... En fait, nous, ce qu'on voit typiquement, c'est le nombre de lecteurs au journal diminue. Il y a la crise des réseaux de distribution. Le nombre d'abonnés reste à peu près constant, mais de fait, dans les kiosques, ils sont fragilisés, donc c'est de plus en plus difficile de diffuser le journal dans les kiosques. Mais parallèlement, on voit que le nombre de personnes qui suivent la page Facebook, je regardais hier, il y avait 100 personnes de plus en une semaine. Après, c'est pas linéaire, il y a des moments où ça augmente beaucoup plus. Mais voilà, là, on est en période d'été où c'est calme. A priori, c'est pas une personne où les gens vont venir s'agréger à nos réseaux sociaux. Mais il n'empêche que même dans une période calme comme ça, voilà, il y a des gens en plus qui viennent. Donc, il n'y a pas de désintérêt pour ce qu'on fait. Par contre, la façon d'accéder à ce qu'on fait, de fait, elle évolue en partie. Le journal, on l'a fait évoluer d'ailleurs, en partie. Puis on essaye de faire des podcasts, on essaye de faire un site web, etc. Mais
C'est beaucoup de remise en question. Ouais, c'est un grand combat.